Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Alors aujourd'hui c'est un format un peu spécial puisqu'il n'y a pas d'interview, il n'y a que Patrick et moi. On a voulu tenter un nouveau format d'épisode un peu spécial pour vous présenter aussi un peu concrètement ce qu'on fait et surtout pourquoi on le fait chez Beharmony. C'est aussi ce qui nous conduit à faire ce podcast semaine après semaine pour vous présenter des exemples d'entreprises inspirantes, et ces entreprises ont l'avantage en général d'être des entreprises alignées. Et c'est justement le sujet dont on a décidé de vous parler aujourd'hui avec Patrick. Comment aligner son équipe pour faire grandir son entreprise. Salut Patrick. Salut Vincent. Bon écoute, comment est-ce que tu vas ? Écoute, super. Écoute, avec un grand plaisir de faire ce podcast ensemble. Effectivement, un nouveau format à tester. J'adore tester de nouvelles choses. Donc, et puis je trouve que partager un peu toute notre expérience autour de l'alignement d'entreprise, je trouve que c'est un très bon sujet dont tu as eu l'idée d'ailleurs. Oui, bah écoute, je te remercie de le faire avec moi, c'est très cool. C'est vrai on bosse beaucoup ensemble, mais on a rarement l'occasion de s'enregistrer ensemble, donc c'est une grande première. Donc on est content de faire profiter de ça. Pour rentrer directement dans le concret, déjà, en fait, Patrick, c'est quoi l'alignement ? Bon, normalement, vous le savez si vous écoutez Harmony Inside toutes les semaines, mais je pense que ça fait pas de mal de le rappeler. C'est une super bonne question. L'alignement, c'est la capacité de toute l'entreprise d'être en phase autour des fondamentaux de l'entreprise. Mais c'est pas simplement que l'interne, c'est pas juste toutes les différentes équipes qui sont alignées sur la stratégie, sur l'organisation, sur tout ça. C'est aussi que le message de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur est aussi aligné par rapport à vraiment ce que croit l'entreprise. Donc en fait, il y a une sorte de perception globale interne et externe de l'entreprise qui est la même. On comprend que quelqu'un de l'extérieur ou un nouvel embauché qui arrive est capable de dire voilà ce qu'est l'entreprise, voilà sa différenciation, voilà ce qu'elle fait, voilà sa vision, voilà sa raison d'être. Voilà. Donc l'alignement, c'est lorsque l'entreprise finalement ne perd pas de temps inutile à gauche, à droite, qu'il n'y a pas de tension inutile. Il y a toujours des tensions dans l'entreprise, mais une entreprise alignée, c'est une entreprise qui est fluide. Ouais, justement, on pourrait se dire oui, mais l'alignement, etc. Tu sais que j'ai toujours tendance à me faire l'avocat du diable. Oui, l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? C'est quoi ce nouveau concept un peu perché ? En fait, je pense que là où on le voit bien, c'est quand il n'y a pas d'alignement. Et justement, je crois que tu as pas mal d'exemples de boîtes où le manque d'alignement a vraiment été un problème. Oui, alors une boîte peut être alignée et peut perdre son alignement. Par exemple, OVH, moi il y avait un post de Octave Klaba, le dirigeant, le fondateur d'OVH, qui m'avait impressionné parce qu'il y a 3-4 ans, lorsqu'il a fait ce post, il a expliqué que au cours de son développement, du développement de l'entreprise, je crois que c'était à peu près à plusieurs centaines ou plusieurs milliers, les premiers milliers de collaborateurs, il y a eu une énorme tension en interne, il y a quelque chose s'est cassé véritablement dans la dynamique de succès d'OVH, qui était habitué à grandir vite avec une très très belle culture de bienveillance, de convivialité, et en fait il y a eu trop d'embauches à un moment donné, il y a eu énormément d'embauches et il y a eu énormément de tensions. Il y a eu un deuxième phénomène qui s'est additionné à cela, c'est une croissance externe qui s'est aux États-Unis, qui s'est pas très bien passé. Il y a eu un choc de culture et il s'est trouvé que toute l'entreprise était un peu bloquée, énormément de tensions, des départs de collaborateurs clés. Et là, Octave Klaba s'est vraiment rendu compte et il a fait un post que je vous recommande à lire, qui est vraiment intéressant. Et il s'est dit, ok, on va repartir, on va retravailler, reconsidérer tous les fondamentaux, donc retravailler de manière collaborative sur mission, vision, valeur, pour réaligner l'entreprise et repartir. Et effectivement, une fois ce travail fait, l'entreprise est repartie véritablement. Donc on voit que une cassure et l'importance de l'alignement dans le développement d'une entreprise. Mais Vincent aussi, on a fait une mission ensemble super, sans pouvoir citer son nom. On va pas encore le dire parce que c'est une boîte qui est encore en train de se lancer. Mais effectivement, en fait, quand tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est il y a vraiment le côté, cet alignement, il s'impacte sur le business, quoi. Et cet alignement, il se fait pas que autour des valeurs, pas que autour des comportements, etc. C'est-à-dire qu'il peut vraiment se faire autour du business. Nous, c'est vraiment un truc qu'on prend en compte quand on parle de la culture. La culture intègre le business model. Et en fait, quand on n'est pas aligné dans une équipe, même à 10, même dès le début, sur des éléments hyper fondamentaux comme qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend, avec quel business model, est-ce que c'est de l'abonnement, est-ce qu'on est sur du SaaS, est-ce qu'on est sur un produit, un service, etc. En fait, ça peut juste pas marcher et ça provoque des tensions. Et nous, c'est ce qui s'est passé. En fait, on est arrivé dans une boîte comme ça, une dizaine de personnes, et en fait, 10 entretiens, 10 business models différents. Et forcément, du coup, en termes de produits, en termes de marketing, en termes de vente, toutes les choses qui sont hyper importantes pour le lancement d'une startup, toute personne ne tire dans le même sens. Et du coup, tu as forcément des tensions et des incompréhensions qui arrivent, quoi. Ouais, c'était très intéressant cette mission ensemble parce qu'on a senti qu'il y avait un certain nombre de collaborateurs
on avait presque atteint un point de rupture. Il y en avait un ou deux qui étaient, voilà, qui avaient été, il y avait eu des engueulades dues à ces tensions un peu improductives. Et donc, il y avait des collaborateurs qui avaient perdu leur motivation. Alors lorsqu'on est 10 personnes et qu'on perd, je dirais, un CTO ou un ingénieur clé, bah, ça peut vraiment poser énormément de problèmes. Donc, c'est vraiment cette chose. L'autre élément, moi, qui me fascine, c'est déjà l'alignement du codir, l'alignement du dirigeant avec ses directeurs et son Donc équipe. là, t'es déjà sur une boîte qui est de taille plus importante, quoi. Ouais, alors là, on est effectivement sur une boîte de taille plus importante, mais c'est assez fréquent, en fait. Même déjà, dès qu'on a passé le cap des 50, 100 personnes, il y a en fait du management qui se met en place, et cet alignement entre les différents managers clés est important. Et on voit ça, bien sûr, aussi dans les très grosses organisations. Et moi, je m'amuse souvent à faire ce petit jeu, à poser des questions aux différents membres du CODIR, la même question, et on voit que les interprétations sont vraiment complètement différentes. Donc, s'il n'y a pas cet alignement du CODIR autour des fondamentaux et autour du projet d'entreprise, comment veux-tu qu'une décision du dirigeant ne soit pas interprétée de multiples façons et ne soit pas exécutée de multiples façons, ce qui va inévitablement générer des tensions entre les équipes. Et là, il y a un autre exemple qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Cheers. Tu as fait un podcast vraiment super que je vous encourage tous à écouter. Donc, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Cheers qui est avec Antoine. Vraiment... Ouais, c'était un super épisode. Merci Antoine Lecomte, le CEO de Cheers, qui m'avait accueilli pour faire ce super podcast. En fait, je vous invite à écouter l'épisode parce que l'histoire est vraiment forte. Lui, il raconte en fait le début de Cheers, ils sont une vingtaine dans un bureau, etc. Ça se passe bien, tout le monde est hyper aligné, limite on peut finir les phrases de l'autre, etc., etc. Et puis il se passe un moment où on commence à lever, on commence à recruter à lever des fonds, à recruter de plus en plus de monde, etc. Et puis là, Antoine, en fait, il nous raconte il décrit sa boîte comme une horde de poulets sans tête. On imagine assez bien l'image où tout le monde court, personne dans la même direction, personne ne sait pourquoi, il fait ce qu'il fait, etc. Et surtout, ce qui est hyper fort, c'est qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que lui-même, dans la boîte qu'il avait créée avec son pote, il n'a plus envie d'aller. Il reconnaît plus sa boîte. Et en fait, il est complètement perdu, ça se ressent sur le business, ils font pas leurs chiffres, etc. Ils s'étaient engagés sur des promesses, etc. Vis-à-vis des investisseurs, ils les font pas. Ça se passe très très mal. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là que justement, ce qu'il se dit, c'est en fait, il faut qu'on documente, que tout le monde sache qu'est-ce que c'est Cheers et qu'est-ce que c'est pas Cheers. Et du coup, il fait tout ce travail de documentation, etc. Et il fait un énorme travail sur sa culture, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une super boîte qui marche super bien. Et bon, écoutez l'épisode si vous voulez avoir tout le détail, parce qu'on va pas tout raconter ici. Mais pour le coup, il se passe vraiment quelque chose quand tu prends la peine de formaliser ce qu'est ta boîte. Et après, ce qui se passe, c'est les gens qui sont en ligne avec ce qu'est ta boîte, tu les gardes. Et les gens qui sont pas en ligne, ils sont invités à aller voir ailleurs, quoi. Oui, il le dit très très bien, notamment dans ce podcast. Il explique qu'il y a un certain nombre de personnes, il s'est rendu compte en faisant ce travail de réalignement autour de la culture, de redéfinition de la culture qu'il n'avait pas fait en fait, des premières définitions de réalignement de la culture, de mettre des mots dessus. Il s'est rendu compte qu'un certain nombre de collaborateurs n'étaient pas en phase avec ça et donc et pesait vraiment. Et il dit même à un moment donné, j'ai sablé le champagne lorsque ces personnes sont parties, ce qui était assez incroyable, et parce que ça a vraiment eu un effet libérateur. Donc l'alignement de l'entreprise, c'est vraiment le fait que tout le monde rame dans le même sens. Mais c'est pas non plus du clonage, c'est pas non plus du boy scout, c'est vraiment le dénominateur commun, le sens, les valeurs qui vont faire que l'entreprise a une dynamique commune, va dans la même direction, se comporte de la même façon et qui permet à chacun de s'épanouir et d'aller dans la même direction. Alors la question importante, c'est quand faut-il se soucier d'aligner son équipe à ton avis, Vincent? En fait, c'est intéressant, parce que tu vois, c'est un peu la question que je me pose aussi quand avec tous ces exemples-là, c'est que tu as plein de boîtes de plein de tailles différentes. Enfin, tu prends OVH, Cheers ou une startup de 10 personnes, au final, c'est pas la même chose. En fait, pour moi, la réponse, tu es d'accord ou pas, hein, Patrick, mais c'est le plus tôt est le mieux. Et il faut le faire de manière régulière. Parce qu'en fait, tu peux, au début de l'aventure, t'es 10 par exemple, tu veux créer quelque chose, t'es vraiment en train de passer pas de 0 à 1, mais de 10 à 20 ou 10 à 50, tu es en train d'essayer de sortir un produit de terre, de trouver tes clients, de les garder, de les faire revenir, de construire en même temps toute une organisation. Il y a 1 million de sujets à traiter tous les jours, tout le monde fait un peu de tout. Et en fait, fatalement, même en tant que dirigeant, en tant que CEO ou en tant que fondateur, tu peux pas garder la main sur tout. Tu es obligé de faire confiance parce qu'il faut que toi-même, tu aies un nouveau rôle à jouer qui va constamment évoluer dans toutes les phases, et on va le voir. Donc en fait, tu es obligé de savoir que tout le monde va aller dans la même direction d'ici là. Et c'est le bon moment justement pour poser les fondations. Pour te dire très tôt, et par exemple Thibaut Lévy-Martin de partout qui nous dit ils l'ont fait dès qu'ils étaient 10. Aujourd'hui, ils sont 150 et ils recrutent encore 150 personnes cette année.
tu le fais dès le début et tu le refais régulièrement parce que ça te permet d'absorber justement cette croissance derrière, quoi. Bah, dès le début, nous on l'a fait. On l'a fait pour une boîte, voilà, qui s'appelait Depopass, et l'entreprise était même pas encore créée. C'était 5 personnes et ils ont ressenti le besoin. Ils n'arrivaient pas à sortir la marque, en fait, le nom de la société. Et en fait, ils ont ressenti le besoin de créer leurs fondamentaux. Et en faisant ce travail tous ensemble avec les 5 personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 projets en un. Et en fait, le fait de décomposer véritablement nous ce qu'on appelle le why, le where, le what, le how, donc les différentes composantes de la culture et des fondamentaux de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 projets. Et donc après la fin, on les a vraiment séparés. On a dit, bon, est-ce que vous votez pour celui de gauche? Il y avait le bleu et il y avait le rouge. Et il s'agissait pas de faire du violet. Il fallait faire un choix parce que on pouvait pas mener 2 projets. Et il s'est trouvé que les 5 personnes ont voté pour le bleu. Et l'entreprise est partie dans cette direction-là. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Effectivement, l'idéal, c'est de le faire dès le départ pour bien caler les choses. Je prends un exemple, l'ambition. Est-ce qu'on est d'accord dès le départ sur l'ambition du projet? Et on voit souvent des écarts absolument incroyables entre un dirigeant ou un associé qui veut se limiter à une ambition, je dirais, nationale, ou qui se dit, moi, je fais un peu d'argent et je suis très content. Et puis un autre qui a vraiment une ambition mondiale de révolutionner le monde. Ça va juste pas être les mêmes recrutements, pas le même projet, pas le même rythme, pas le même tempo. Et si on se met pas d'accord dès le départ, il y a quand même un problème majeur. Alors l'autre élément où moi je vois beaucoup, c'est ces étapes. Oui, vas-y. Ouais, si tu me permets, parce que tu vois, là, encore une fois, hein, je me mets dans la tête d'un start-upper qui est, par exemple, bercé à l'itération, au lean, etc., etc. Et lui, si on lui dit, bah voilà, dès que t'es 10, tu cales tout ce que tu es, etc., c'est important de le faire dès maintenant. Et du coup, tu peux avoir l'impression qu'en gros, effectivement, ça te met sur les rails pour ta croissance, et tu peux te dire, bah oui, mais en fait, ma boîte, elle va changer, je sais pas de quoi demain sera fait, j'ai besoin d'itérer, etc. En fait, justement, c'est pas parce que tu le fais très tôt qu'il faut plus le faire après. Ouais, surtout la boîte, lorsqu'on est une startup, elle va rencontrer son marché, elle va évoluer avec son marché. Et donc, une boîte plus établie, elle a déjà des points, je dirais, de convergence avec le marché. Son business model est clair, sa proposition de valeur est plus claire. Alors, elle peut évoluer, mais quand même relativement claire. Alors que pour un start-upper, une startup, elle va forcément rencontrer son marché. Et donc, d'où les pivots, d'ailleurs, qui sont faits régulièrement. Et donc, revisiter, comme tu le dis, c'est vraiment un juste titre. Ouais, et puis même, le pivot, effectivement, c'est un cas extrême. Mais même si t'as pas de pivot, c'est un truc, pourquoi je mets une pièce dessus, c'est ce qui se passe dans toutes les boîtes qui sont en croissance, à différents stades, à différents paliers. Quand tu arrives à 50, quand tu arrives à 150, etc., et surtout quand tu grandis très vite et que tu recrutes beaucoup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, déjà, tu peux avoir mis du temps à atteindre cette croissance-là, et souvent, tu as un cœur historique de salariés, alors peu importe leur nombre, mais eux, ils sont là depuis le début de l'aventure, ils comprennent très bien ce qu'est leur boîte, ce qu'est la culture, etc. Et d'un seul coup, ils voient arriver énormément de monde, énormément de nouveaux. Et du coup, il y a une peur qui s'installe, de se dire oui, mais on va perdre ce qui faisait l'âme de notre boîte, j'ai pas forcément envie que ça change. Il y a une inquiétude qui se crée, et du coup, tu peux avoir un phénomène de clan, un phénomène un peu de tribu qui va se créer. Où d'une part, tu vas avoir les anciens qui vont rester entre eux et préserver en gros leur héritage, et les nouveaux qui eux aussi veulent arriver à amener leur pierre à l'édifice. Ce qui n'est pas forcément toujours évident aussi quand on est nouveau dans une boîte. Et en fait, quand tu fais ce travail de revisiter tes fondamentaux, alors ça peut être tous ou pas tous, hein, tu peux travailler sur tes valeurs, sur ta raison d'être, etc., dans un palier de croissance, et surtout que tu prends le soin de le faire en partant du terrain, en partant des équipes, en fait, tu vas avoir le résultat. Tes fondamentaux vont être de nouveau clarifiés, réalignés, etc. Puis tu vas avoir le process aussi. En fait, le process, il porte autant d'apprentissage que le résultat en général. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire travailler tes équipes, surtout si tu le fais en mode collaboratif, ensemble, à redéfinir ce qu'est la boîte, tous ensemble. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen de s'assurer que chacun peut s'exprimer, que chacun est entendu, chacun amène sa pierre. Et ce faisant, tu recrées des équipes, et tu recrées en fait une seule équipe, une seule entreprise qui se fédère à nouveau autour de nouveaux fondamentaux et autour d'une nouvelle culture. Je crois que ce que tu dis, c'est vraiment un grand classique des sociétés en hypercroissance. C'est ces embauches rapides qui créent des tensions entre les anciens et les nouveaux, les départs des anciens. Donc on se dit bon bah c'est normal, mais en fait c'est quelquefois ça peut être extrêmement perturbateur. Voilà. L'autre élément moi qui me choque souvent, c'est en cas de changement de dirigeant. En fait, en cas de changement de dirigeant, on arrive et là j'avais quelqu'un d'une très très grande entreprise pharmaceutique hier au téléphone qui me disait bah voilà, on a eu un nouveau dirigeant, il a rechangé les valeurs, il a tout rechangé. Voilà, donc les gens sont perdus. Ah, il a tout changé tout seul. Ouais, voilà, c'est-à-dire en fait ça a recréé. En fait, ce que constate cette personne, c'est qu'à chaque changement de dirigeant, toutes les valeurs étaient changées et on repartait à zéro. Et donc et les gens n'y croyaient plus en fait. En même temps, c'est bien le problème que t'as pas une culture qui est figée, qui est ancrée. Si n'importe quelle personne peut arriver et tout changer. Parce qu'en général, une culture, une personne peut pas la changer facilement, à moins que ce soit le fondateur, etc., et que ce soit vraiment quelque chose de très ancré. Mais
une culture qui est forte et qui est incarnée, elle se défend, quoi. Voilà, elle va se défendre contre tout changement et donc ça crée beaucoup de tensions. Donc il est normal qu'un dirigeant soit en phase avec la culture d'entreprise, parce que s'il en est le principal ambassadeur. Donc il faut arriver à trouver une vraie compatibilité entre le dirigeant et l'entreprise, et le dirigeant peut être amené à faire évoluer la culture. Mais arriver à chaque fois changer et ne pas prendre en compte la culture existante, pour moi, est une hérésie sur le plan management. Et chaque fois, j'ai une réaction épidermique par rapport à ça. Et ce que j'ai aimé aussi dans les podcasts que tu as fait notamment récemment, c'est vraiment qu'il y a des entreprises qui, au contraire, le vivent à fond. Je pense notamment au Bon Coin et à Le Hibou, qui sont deux podcasts que tu as fait où vraiment on voit des entreprises qui, au contraire, naturellement, ont vraiment utilisé la culture comme un levier de croissance. Peut-être dire deux mots sur ces deux podcasts qui sont vraiment super. Oui, bah c'est pareil, donc je vous invite à les écouter. Mais donc, ouais, Laetitia Bonnefoy, la DRH du Bon Coin, et Christophe de Bec de Lièvre, le fondateur de lehibou.com, qui sont tous les deux passés à mon micro. Donc, c'était deux moments absolument géniaux. Ouais, effectivement, alors, le Bon Coin, c'est un cas particulier parce que c'est une entreprise là qui a fait son 15e anniversaire, etc. Le Hibou, c'est un peu plus récent. Mais dans les deux cas, ils ont vraiment en fait un management par leurs valeurs, par leur culture. Et en fait, justement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils le déclinent de manière très opérationnelle dans des process d'onboarding, dans des principes de leadership et de management auxquels chaque nouveau manager est entre guillemets soumis. Mais de toute façon, il est recruté pour ça, notamment chez Le Bon Coin. Tous les managers ont une posture de manager coach, etc. Parce qu'il sait organiser de façon très agile, avec le style managérial qui va avec. Et ça devient justement un vrai outil et de management, et de recrutement, et de commercial, et d'onboarding, etc. dans chacune de ces boîtes. Mais tu vois, justement, enfin, là, on parle beaucoup de culture et on parle beaucoup d'alignement. Et enfin, là, tu nous écoutes, tu peux te dire, ouais, mais en fait, l'alignement, c'est globalement être tous d'accord, quoi. On n'est pas obligé de travailler sur toute la culture entreprise. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est en fait pourquoi est-ce que nous, on prend ce prisme de se dire, mais en fait, c'est ta culture. Et déjà, c'est quoi ta culture qui va te permettre d'aligner toutes tes équipes. Oui, donc en fait, ça revient aussi à une question fondamentale qu'on s'est posée nous au début de Biharmonie, c'est de se dire, mais c'est quoi la culture en fait? C'est quoi, comme tu dis, ce référentiel qui va nous permettre d'avoir ce dénominateur commun, ce centre de gravité. Voilà, tout le travail qui a été fait pendant quelques années pour vraiment se dire c'est quoi les composantes de la culture. Donc on les a décomposés en quatre. Alors on parle souvent de mission, vision, valeur. Hein, c'est vraiment le triptyque dont tout le monde parle. Et je dirais qu'il faut aller au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que les valeurs, c'est évidemment des comportements incontournables. La raison d'être, la mission, c'est le sens, c'est l'énergie que ça va donner. La vision, c'est aussi une direction qu'on va prendre. Et puis aussi tous les fondamentaux dont tu parlais tout à l'heure, le business, l'organisation, comment on prend les décisions. Et ici, enfin, grosso modo, pour nous, l'important, c'est l'alignement autour des fondamentaux et que tout le monde les comprenne. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que souvent, les dirigeants ont vraiment les choses en tête, mais la personne qui vous accueille, la standardiste, le livreur, etc., ne connaissent pas forcément l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise. C'est vraiment dommage. Pour nous, l'entreprise a gagné lorsque l'ensemble des collaborateurs vraiment baignent dans cette culture. Et lorsqu'on voit des boîtes comme Netflix ou comme Patagonia aux États-Unis, qui, comme tu le disais, des boîtes qui ont vraiment des succès incroyables et qui utilisent leur culture comme dans leur management, on sait que Patagonia, tout le monde chez Patagonia connaît la culture de Patagonia. Chez Netflix, tout le monde connaît, n'importe quelle personne chez Netflix connaît la culture de Netflix. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement puissantes, ancrées, et c'est à ça qu'on essaye d'encourager les entrepreneurs et les entreprises à oser incarner à fond véritablement leur culture. Donc c'est vraiment ça notre rêve, c'est de voir des entreprises vraiment authentiques. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, une question qu'il faut se poser, tu vois, si on prend un peu un prisme utilitaire, c'est faire tout ça, qu'est-ce que ça te permet en fait? Ouais. Et en fait, quand tu fais tout ça, souvent tu disais, genre chaque collaborateur connaît tous les fondamentaux. En fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà ton collaborateur, tu lui donnes le pouvoir d'agir pleinement, sans devoir toujours se demander est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise, est-ce que je vais vraiment dans le bon sens, ou alors pire encore, il se demande pas du tout s'il fait une bêtise et puis il fonce droit dans le mur parce qu'il a pas tout à fait compris ce qu'était la boîte. Et en fait, en tant que fondateur ou en tant que CEO, alors tu peux avoir la réaction de le blâmer lui en disant oui, il a pas compris, ou alors tu peux avoir la réaction de t'inclure dans ce souci-là et de te dire mais peut-être que s'il a pas compris ce qu'il devait faire, c'est parce que c'est pas clair. C'est pas clair, on va amener la boîte, etc. Et peut-être que du coup, il va pas dans le bon sens. Donc, en fait, du coup, à partir du moment où tu fais ça, tout le monde va dans la même direction. Et surtout, tu libères énormément d'énergie, énormément de compétences
chez tes collaborateurs, parce que tu leur donnes le cadre pour qu'ils expriment leur plein potentiel. Oui, c'est vraiment ce cadre, cette notion de cadre, moi j'adore, c'est une notion de cadre qui va permettre, c'est le terrain de jeu en fait, voilà, on définit le contour et les règles du jeu, et à l'intérieur, les collaborateurs sont entièrement libres de jouer, véritablement. Mais si tu veux pas respecter soit le terrain, soit les règles du jeu, bah, c'est pas dans le jeu. Donc c'est vraiment ce dénominateur commun qui fait que vraiment, on peut y aller, quoi. Et c'est aussi, moi je vois, c'est cette libération d'énergie, c'est aussi cette capacité de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Je pense notamment, j'ai vu d'incroyables innovations se faire. Je cite souvent un ancien client qui est la société Chapka, voilà, qui est une société de cotage d'assurance et qui fait des choses mais incroyables en termes et qui a révolutionné la façon de répondre aux clients, là, etc. Parce que justement ils ont des valeurs extrêmement fortes et ils ont été chercher des solutions en fonction de leur culture. Donc en fait, le fait d'avoir une culture commune permet de sortir du cadre, permet, comme tu le dis, de donner de l'autonomie à chaque collaborateur, mais c'est aussi vachement important vis-à-vis de l'extérieur. Ouais, complètement. Mais tu vois, juste pour revenir sur ce que tu dis, il y a une citation, alors, j'ai complètement oublié de qui, évidemment, donc tout le monde pourra se moquer de moi, mais tu sais, c'est cette citation qui dit on recrute pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, on recrute des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. Ouais, ça, c'est ma sauce de la citation, je trouve que c'est pas exactement ça, mais en gros, ça dit bien ça, c'est-à-dire que quand tu leur donnes les moyens de faire, enfin, si tu prends des gens intelligents, c'est pas pour les mettre derrière un bureau et leur dire tu prends la cellule A et je la copie dans la cellule B. Ils sont censés aussi t'apporter des choses, sinon tu fais tout seul, quoi. Ouais. Voir si tu crois pas du tout dans ton équipe. Et justement, en faisant ça, en fait, le risque que tu prends en posant ce cadre, bah, c'est tu te donnes les moyens de faire confiance et tu risques d'être agréablement surpris, tu vois. Et même sans parler d'innovation, de rupture, etc., qui viendrait un de tes salariés dans une histoire un peu fantasmagorique, bah, juste tu prends quelqu'un qui va parler à des clients tous les jours. Bah, tu prends ton premier sales, ton troisième sales, etc. Au début, le premier sales, de toute façon, c'est le fondateur, hein, ou un des fondateurs. Il faut qu'il aille trouver du cash, il faut qu'il aille trouver du business, sinon la boîte, elle va pas décoller. En fait, il y a un moment où tu te dis, en fait, je vais continuer en tant que fondateur d'aller au rendez-vous client parce que je sais pas si je fais confiance pour porter le message, est-ce que je peux vraiment le laisser tout seul, etc., etc. En fait, si tu n'es pas capable de faire confiance à ton équipe, c'est parce que tu n'es pas confiant sur ce qu'ils doivent raconter. Ou tu n'es pas sûr qu'ils sachent, etc. Si tu fais ce travail-là de te dire, mais notre boîte c'est ça, etc., et que tu t'assures que ce message il est bien compris, tu peux laisser tout le monde aller à rendez-vous tout seul, tu géreras beaucoup plus de rendez-vous, tu généreras beaucoup plus de business. Et toi-même, en tant que dirigeant, tu seras hyper soulagé, quoi. Ah, c'est ce que dit, tu citais Christophe de Becq-de-Lièvre, le dirigeant de l'EIBU, qui dit, voilà, une fois que la culture est vraiment définie, tu peux dormir sur tes deux oreilles en tant que dirigeant. C'est vraiment cet exemple. Une autre citation que j'aime bien, tu parles de citation, c'est la culture. Attention, concours de citation. Ouais, c'est parti pour un concours de citation. Moi, j'adore ça. Mais ouais, ça, la culture permet à n'importe quel collaborateur de prendre des décisions comme s'il était le dirigeant. En fait, c'est vraiment cette capacité à se dire, ok, c'est clair. Voilà, une autre citation, allez, j'y vais à fond, c'est le fait de dire la culture, c'est ce qui permet aux collaborateurs de prendre des décisions quand le dirigeant n'est pas là. Tu vois, c'est vraiment cette capacité. Le dirigeant n'est pas là, et ben c'est la façon dont les gens vont prendre les décisions. Ouais, complètement. C'est marrant, ouais, j'avais une discussion avec Kevin Duché aussi sur le podcast là-dessus qui disait, lui, carrément, c'est la culture, c'est comment on prend les décisions. Tu vois, la question se pose même pas à qui est le chef, quoi. Pour eux, leur culture est tellement vécue qu'ils ont carrément enlevé ce paramètre de l'équation là. Mais donc effectivement, enfin, après, on a dit tout ça et c'est assez génial, ça permet de faire plein de choses. Après, il y a une question un peu fatidique et normalement, si on nous écoutait jusque là, c'est tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'en fait, ok, mais pour faire tout ça, on fait comment? Parce que c'est quand même pas hyper simple. On a parlé de fondamentaux, de culture, de business, de valeurs, de raison d'être, etc. Mais enfin, explique, enfin, comment on fait? Bah, la première question, c'est vraiment pour être aligné, il faut un référentiel. Donc et on se dit bon, le référentiel il est clair, etc. Mais c'est quand même un travail qui est très dur à faire tout seul, quoi. De se dire c'est quoi ce référentiel. Souvent il y a plein d'idées, il y a plein de mélanges. Donc voilà, arriver à prendre du recul, poser les choses et voilà, c'est un peu comme demander au poisson de définir il est dans l'eau, il baigne dans l'eau, il se rend même pas compte. C'est comme l'air qu'on respire. Si tu vois, on se rend même pas compte qu'elle est là. Pourtant, la culture, c'est vraiment ça. Et c'est lorsque l'air sent pas bon, donc lorsque la culture, lorsqu'il y a des tensions, qu'on se rend compte que finalement il y a quelque chose qui va pas et que l'oxygène est là. Et là, tu fais un beau plaidoyer, soit dit en passant, pour te faire accompagner. Alors, évidemment, là, on est un peu jugé parti. Et pourquoi, en fait, enfin, tu vois, une remarque que j'ai souvent quand je parle avec des prospects de bienvenistes, c'est ouais, mais on va pas externaliser la culture. On va pas le donner à cœur d'affaires. Et moi, je suis là, ben évidemment que non. De toute façon, le but, c'est pas qu'on vienne chez toi et qu'on te dise ta culture, c'est ça. En revanche, tu vois, tu parlais du poisson dans l'eau, bah, c'est un proverbe en fait qui dit ça, c'est don't ask a fish about the water. Toi-même, quand tu es dirigeant, tu fais partie de ta culture. Donc tu vois pas tout. Le simple fait de tes mouvements, comme ceux d'un poisson dans l'eau,
fait que ça va déséquilibrer ou en tout cas faire bouger l'environnement autour de toi. Toi-même, tu as un impact sur ta culture. Donc en fait, si t'es pas capable de, enfin si tu veux pas avoir un regard extérieur, tu risques en faisant toi-même une démarche pour travailler sur ta culture, de l'influer elle-même, et c'est un cercle, c'est un cercle qui est un peu sans fin. Tu vois, il y a un côté un peu méta, d'où le côté d'amener des gens qui sont entre guillemets extérieurs à ton écosystème, à ta culture, quoi. Ouais, puisqu'on a voulu faire ensemble avec tous les harmonistes, la culture, c'est quelque chose d'implicite, c'est quelque chose d'assez vague. On a du mal à rentrer dedans. C'est quelque chose qui concerne la totalité de la boîte, donc c'est ce que nous on appelle systémique. Donc ça concerne vraiment la totalité. Donc ces deux notions, ce côté un peu vague, ce côté un petit peu global qui couvre tout, ça peut faire peur. Et si tu veux, il y a beaucoup d'entreprises qui finalement ne travaillent pas là-dessus. Et ça, ils baignent dans leur culture, puis finalement, ils n'en font pas un vrai levier, un vrai outil de management. Et c'est vraiment notre réaction à tous les harmonistes, c'est de se dire non, mais c'est vraiment important, il faut vraiment le mettre au haut de la pile, il faut vraiment le travailler. Il y a des boîtes qui y arrivent très très bien, je citais Patagonia ou Netflix. Voilà, il y a plein de boîtes françaises aussi. Donc effectivement, le fait de mettre des mots dessus, de dire non, c'est pas que du conceptuel, c'est pas que de l'implicite. Il y a aussi des choses extrêmement concrètes, c'est le sens, mettons-nous des mots là-dessus, c'est la vision, ok, on va où, pourquoi, c'est quoi notre vision de l'écosystème et de notre rôle dans cet écosystème, c'est quoi l'ambition, on se fixe quoi comme objectif d'ambition, mais c'est quoi aussi notre mode d'organisation, c'est quoi nos fondamentaux business dont tu parlais, c'est quoi notre différenciation. Alors, donc à un moment donné, on se pose et on converge. Et c'est ça ce travail qui est vachement intéressant, c'est que qu'on fait ensemble avec, on appelle ça une culture map, c'est notre petit mot en interne, mais on va travailler sur décomposer l'ensemble et faire voir et d'analyser la convergence de tous les collaborateurs sur ces notions-là. Donc on leur dit pas ce qu'il y a, on va les chercher, on va les interroger pour dire c'est quoi l'ambition, c'est quoi la stratégie selon vous, les 3 axes stratégiques, et on va voir l'étendue de l'hétérogénéité des réponses ou de la convergence des réponses. Lorsque c'est convergent, c'est gagné, c'est vraiment ancré. Et lorsque c'est divergent, ça veut dire qu'il y a des choses quand même à converger et à faire converger l'ensemble des équipes. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Ouais, complètement. Et justement, enfin, je sais pas, 5, 10 entretiens, en fait, tu mets le doigt sur énormément de choses, tu lèves énormément de choses. Et tu vois, même en tant que dirigeant, à ce stade du process, nous, ce qu'on observe en général, c'est que quand on vient faire le débrief, en gros, de cette première phase où on sonde un peu toute l'équipe sur voilà, tous ces fondamentaux que tu as listés, en général, il lui-même réalise des choses, quoi. Parce qu'en fait, concrètement, quand tu es dirigeant, il y a comment tu conçois les choses, comment tu les formules et comment tu les dis, et comment ton équipe les entend, comment elle les interprète. En fait, ça fait quand même juste 4 filtres, quoi. En fait, tu as des choses qui se perdent en général en cours de route, et tu t'en rends pas forcément compte au quotidien, quoi. Ouais, donc ce qui est très drôle, c'est qu'on pose la question au départ au dirigeant, la première meeting, on lui dit mais qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair à ton avis. Donc on fait une petite pyramide avec des couleurs, avec en vert ce qui est clair, en orange ce qui est bon à son avis pas très clair, et en rouge ce qui est pas clair. Puis après, une fois qu'on a fait ces différentes interviews, on lui montre la vraie situation avec les vraies couleurs. Et là, il y a un petit peu une réaction de le oh shit meeting où le mec se dit je ne croyais pas que les gens étaient aussi, que les avis étaient aussi divergents, et sur des thèmes que le dirigeant ne soupçonnait pas. Il pensait qu'il y avait une convergence évidente, et il n'y a pas du tout cette convergence. Donc là, il y a vraiment effectivement une réaction du dirigeant qui descend de l'arbre lorsqu'ils se rencontrent, et donc ça l'encourage à se dire ok, c'est vraiment important qu'on converge, et là il comprend que c'est pas efficace en fait. Et alors du coup, justement, quand on se rend compte que c'est divergent, j'imagine bien qu'on s'arrête pas forcément là, nous, parce que sinon on les a juste laissés d'un truc qui était pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait en fait, Pedri? En fait, là, l'idée encore, comme tu le disais tout à l'heure, c'est aux équipes de réaligner cette convergence. Donc là, on fait 2 choses. D'un côté, on va demander aux dirigeants qu'est-ce qui est pas négociable, parce qu'il y a des choses que le dirigeant veut fixer en fait de façon stratégique, ou une valeur par exemple qui lui paraît impérative à avoir. Et puis il y a des choses sur lesquelles il y a des divergences, et on va réunir effectivement les équipes et on va dialoguer autour de ça. Quelquefois, on peut voter autour des différentes possibilités. On peut amener un atelier de réflexion sur les valeurs, sur la raison d'être. Et toute l'idée, c'est que les équipes arrivent à converger sur chacune des composantes qui restent pas claires. Et au bout de quelques ateliers, quelquefois c'est extrêmement rapide. Dans des startups, ça peut être fait en 1 ou 2 ateliers. C'est assez incroyable parce que on a des process relativement bien calés. Et à la fin, les équipes ressortent avec une vision extrêmement claire. Et quelquefois, il y a des choses encore à travailler. On fait des sous-ateliers derrière pour les approfondir. Oui, parce que tu peux essayer derrière, effectivement, tu peux aller plus loin dans les sujets. Il y a des choses qui sont pas forcément définies, etc. Donc tu peux aussi pousser la réflexion sur certaines verticales, quoi.
Ouais, puis Mais en fait, tu peux aussi mettre en valeur les choses ou mettre de la concrétude. Par exemple, quand on parle des valeurs, ça veut dire quoi les comportements qui respectent les valeurs, quelles sont les lignes rouges à pas franchir. Par rapport à la raison d'être, on peut aller vers un manifesto pour écrire, pour mettre en valeur aussi. Donc, il y a une fois qu'on a explicité effectivement ou fait converger l'ensemble des personnes sur les composantes de la culture, effectivement, comment on les met en valeur, comment on les met en concret, c'est des choses vachement importantes aussi. ouais, et puis quand tu fais ça, enfin, nous, ce qu'on a observé en tout cas, alors, vous allez voir qu'on jette des fleurs, mais en fait, comme par magie, il se passe des choses, quoi. Ouais. Du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, ces startups dont on vous parlait, concrètement, ils signent leur premier client juste après avoir fait ce travail-là. Mais je crois que toi, tu as un client, enfin, qui est un peu ton client historique que tu aimes beaucoup chez Bienveniste, donc c'est Chapka Assurance, et Geoffroy Bonnemar qui est passé aussi sur ce podcast avec ton micro, pour le coup. Et c'est là, en fait, que tu as créé tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça a produit comme effet? Oui, c'était incroyable. C'est qu'on a vraiment travaillé sur ces fondamentaux, sur la raison d'être. Par exemple, la raison d'être. Donc Chapka, je le disais tout à l'heure, c'est un courtier en assurance voyage. Et voilà, donc c'est pas très sexy quand on dit courtier en assurance voyage, quoi. Et lorsqu'on a fait travailler les équipes sur la raison d'être, la raison d'être est née de manière magnifique. C'était de permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde. Voilà, c'est pas la même chose de recruter des gens en leur disant vous allez permettre aux jeunes de se découvrir et découvrir le monde que on va faire de l'assurance voyage, quoi. Et puis après, il y a eu beaucoup de travail sur les valeurs, etc. Et ça a permis à la société au fur et à mesure de créer une fierté d'appartenance, de recruter beaucoup plus facilement. C'est un secteur dans lequel il est très difficile de recruter. Voilà. Et donc derrière, la société a franchi les étapes les unes après les autres de manière beaucoup plus fluide. Donc c'était vraiment assez impressionnant en fait ce décollage de l'entreprise véritablement jusqu'à sa cession. En fait, au bout de 5 ans, on a une session qu'on a même accompagnée pour trouver un acquéreur qui était idoine, qui était compatible en termes de culture. Donc voilà, donc on aime accompagner effectivement les entreprises dans la durée. Une fois qu'elles sont alignées, c'est des bagarres de tous les jours. Cet alignement peut se perdre. Et ça prend des proportions qui sont immenses en fait et qui s'étendent à toute l'entreprise, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un message que je martèle et podcast après podcast, si vous m'écoutez. C'est en fait, on voit beaucoup de boîtes qui vont faire elles-mêmes, et c'est très bien. Qui vont définir une des valeurs, qui vont définir raison d'être, qui vont passer entreprise à mission, etc. Bon, là, on va déjà un peu plus loin, mais qui s'arrêtent là. C'est cool, c'est bon, la case est cochée, on a des valeurs, on peut les mettre sur nos murs, on peut les mettre dans nos annonces de recrutement, etc., etc. Mais en fait, si tu fais ça, en fait, il faudrait vraiment que vous le fassiez seul, que vous le fassiez avec nous, c'est pas le sujet, mais il faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut, aller au bout, vraiment décliner ces valeurs, les mettre en action dans vos process, et pas que dans le process de recrutement, dans vos process commerciaux, dans la manière dont vous parlez avec vos fournisseurs, vos prestataires, vos clients, votre expérience client, votre plateforme de marque, etc. C'est des choses qui peuvent et qui doivent, entre guillemets, infuser tout ça. Et c'est selon à ce moment-là qu'en fait, il y aura de la cohérence. Et souvent, en fait, les réponses qu'on cherche quand on veut repenser une image, on veut repenser des stratégies marketing, etc., si on repart de ces fondamentaux-là, la réponse est souvent juste sous nos yeux, quoi. Ouais, tout à fait. Et l'autre phénomène aussi que moi j'ai constaté dans notre rôle en tant que Carmonis, c'est d'être non seulement un gentil ange gardien pour aider à vraiment faire émerger cette essence de l'entreprise et qu'elle soit préservée, mais aussi d'oser aller plus loin, d'oser y aller à fond. Et on le voit dans les podcasts qu'on a fait. C'est pour ça qu'on sélectionne des entreprises qui ont vraiment osé y aller à fond, sortir des sentiers battus et faire des choses qui étaient complètement nouvelles. Et c'est ça qui les a fait gagner. Par exemple, si je reprends Chapka qui était un courtier en assurance voyage, qui voulait vendre de la sécurité, permettre aux jeunes de voyager en sécurité, il faisait pas, par exemple, la gestion de sinistres. C'est quelque chose qui était fait par d'autres et qui n'était pas fait de la façon de Chapka. Donc Chapka vendait avec beaucoup de conseils, mais derrière, lorsqu'il y avait un sinistre, c'était géré de manière pas du tout dans les codes de Chapka. Ça, c'était pas possible. Donc à un moment donné, devant cette incohérence majeure, moi mon rôle d'Harmonie, c'était de dire aux dirigeants, mais est-ce que t'as pas intérêt à faire la gestion de sinistre, à le faire toi-même, quoi? Il a dit, mais c'est un autre métier, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on change tout le système informatique, c'est un investissement de malade, c'est un investissement de 1 an. Oui, mais est-ce que c'est pas le moment de réinventer la façon de faire cette gestion de sinistre qui était faite de manière très classique, très lente, très peu réactive, avec plein de pièces administratives, et de révolutionner le truc? Il a dit oui, donc il a un peu hésité, etc. Puis toute l'entreprise a dit ok, on y va.
ils ont fait un travail de dingue et ils ont sorti une gestion de sinistre qui était complètement révolutionnaire, complètement à leur image, et ça a fait exploser l'entreprise tant en termes de Ouais, développement alors que de si rentabilité. si tu me permets, il y a quand même peu de trucs moins sexy de prime abord que de la gestion de sinistre, quoi. Oui, alors que là, une gestion de sinistre visitée à la mode Chapka, c'est-à-dire avec de la convivialité, de la réactivité, de la simplicité, c'était vraiment le faire. Donc voilà, donc cette capacité de l'harmoniste de vous dire, non mais allons-y quoi. Enfin, si c'est ça vos valeurs, si c'est ça votre raison d'être, est-ce que voilà, allez. Et puis quand il y a une incohérence, bah, l'harmoniste va sensibiliser le dirigeant à cette incohérence et va la répéter aussi souvent voilà, que possible, avec gentillesse, avec positivité, afin notamment que l'exemplarité des dirigeants soit là et que toute incohérence soit corrigée, parce que c'est parce que c'est ça qui va ralentir l'entreprise. Bah écoute, je crois que tu as tout dit. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus, Patrick. Bah écoute, c'est super. Donc voilà, donc si moi j'ai un dernier mot à Ah, passer, c'est vas-y. que on est vraiment des super militants et des super passionnés. Je pense que ça s'entend là dans la façon dont on le présente. Non, c'est vraiment cette capacité de l'entreprise de passer, d'utiliser cette culture en mode action, d'en faire un vrai levier et de la formaliser. Donc moi le message que je voudrais faire passer, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait encore très peu en France, on a eu une seule entreprise qui nous a appelé en disant je voudrais faire un culture code. C'était un dirigeant qui est d'une très belle entreprise pharmaceutique. Alors, juste, c'est quoi un culture code, Patrick? Parce que je pense Alors, que un tout le monde culture sait code, pas. c'est la formalisation de toutes ces composantes de la culture, présentée de manière un petit peu sexy, voilà, et qui va vraiment synthétiser. Alors, c'est souvent des documents internes, mais il y a pas mal de boîtes qui en font un document à la fois interne et externe, notamment des entreprises américaines, HubSpot, etc., ou des entreprises françaises comme Davidson, etc., qui vont. Et là, l'idée, c'est vraiment de présenter l'âme de l'entreprise dans une sorte de plaquette. Alors, en marketing, en communication, on parle de brand book. Là, c'est vraiment un document qui a Ouais, mais pour objectif de ça va même présenter plus loin la qu'un boîte. brand book. Ça va même plus loin que ça, parce que tu vois, des culture codes, enfin, t'en as où concrètement, tu mets tes metrics, tu mets tes objectifs business, ta stratégie. Enfin, encore une fois, autant de composants de notre culture map, tu vois. Enfin, l'idée, c'est C'est vraiment de exactement ça. tous les mettre et de montrer comment ils s'alignent, ils sont cohérents. Voilà, donc nous-mêmes, au sein de Bilharmonis, nous avons notre propre culture code qui est voilà, qui s'appelle le diapason pour tout ça. Voilà. Mais encourager les entreprises à un moment donné mettre leur culture par écrit, donc mettre des mots dessus, quitte à les revisiter régulièrement, parce que c'est évidemment on n'arrivera jamais à décrire parfaitement la culture, on va s'en rapprocher. Et deuxième élément, vraiment le communiquer, en faire notamment pour le recrutement un outil important, en faire aussi un outil de vente, en disant voilà qui on est, voilà comment on se comporte, et voilà, et vous voyez les grosses entreprises américaines du style Salesforce, elles ont des valeurs extrêmement fortes, une culture extrêmement forte, et elles l'expriment dans leur pitch commercial. Donc voilà, donc mon encouragement, c'est de dire à toutes les entreprises, donc non seulement de travailler sur leur culture, mais aussi de la formaliser sous la forme d'un culture book, on appelle ça un culture code, un culture book, un culture deck. Il y a plusieurs noms, mais ça peut s'appeler aussi un livret d'accueil, ça peut s'appeler une plaquette de présentation, quel que soit le nom, mais d'arriver à aller formaliser leur culture et en faire un vrai document de référence. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai envie de vous encourager, chers auditeurs, à faire. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Patrick. Bon, tu vois, on voulait faire 20 minutes, on en a fait 35, mais c'est parce qu'on aime beaucoup trop ce sujet pour être concis, je crois. Je crois qu'on n'y arrivera pas, faut qu'on arrête, hein. En tout cas, si vous avez aimé cette discussion et surtout si vous avez un ami ou quelqu'un, un entrepreneur ou un dirigeant ou un DRH qui voilà, que vous penserez sensible à ça ou que vous pensez qu'il n'arrive pas à passer un cap parce qu'il lui manque quelque chose, bah voilà, n'hésitez pas à lui passer ce podcast et n'hésitez pas à lui donner le lien vers notre site web et de nous contacter, Vincent ou moi, et on aura toujours plaisir à échanger et lui montrer qu'on peut faire autrement et que travailler sur sa culture et travailler sur l'alignement autour de sa culture, c'est vraiment faire autrement, c'est vraiment un savoir-faire particulier parce qu'il faut une approche globale, il faut avoir décodé cette culture, etc. Donc beaucoup d'entreprises y arrivent de manière complètement spontanée, mais si vous n'y arrivez pas ou si l'entreprise n'arrive pas à avoir cet alignement, ben c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Ben voilà, Vincent ou moi, on sera ravis d'en parler avec vous. Ouais, exactement. Puis je vais même dire mieux que toi. Tu vois, en fait, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui se plaint tout le temps de son travail, envoyez-lui ça et puis envoyez-lui le reste des épisodes parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est qu'il va comprendre pourquoi il se sent pas aligné et peut-être que sa boîte elle-même n'est pas alignée. Et puis si jamais il veut changer de travail, il trouvera aussi des super boîtes dans notre podcast dans lesquelles postuler. Et donc évidemment, bon, et puis une dernière chose, c'est
Donc on vous l'a dit au début, c'était un format d'épisode un peu spécial. Avec Patrick et puis avec tout le reste du collectif, notamment Hélène qui nous aide aussi à animer ce podcast, on se pose la question d'en faire plus. Donc en fait, dites-nous si ça vous a plu. Si vous avez des questions, dites-le nous aussi. Donc envoyez-nous un mail à patrick@beharmonist, c'est b-harmoniste sans e.com ou vincent@beharmonist.com. On vous répondra, on sera ravis de discuter avec vous. Et merci à tous d'avoir écouté jusque-là.